Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire VIP Studio 360 de l'année. Aujourd'hui, la thématique, c'est le Digital Learning, la tendance 2020 pour former vos employés grâce au 360 degrés. Donc, ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Ça sera présenté par Kevin Soler qui est donc face à vous. Et je vous invite à poser des questions directement en fait dans la partie commentaires. Je lui lirai les questions et puis on vous répondra. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours mieux quand il y a de l'interaction. Voilà, je vous laisse la parole et bon webinaire à tous. Donc bonjour à tous, comme le disait très bien Robin. On a choisi une thématique juste avant le départ en vacances pour la plupart d'entre nous sur les fêtes de Noël. C'est la partie digital learning. Pourquoi digital learning? Parce que c'est tout à fait tendance. C'est une thématique que beaucoup d'entreprises sont en train d'adopter. Des nouvelles méthodes de formation, comment intégrer les formés à la formation et comment redonner envie à vos formateurs de former. Et pour ça, il y a de nouveaux médias, il y a de nouvelles solutions. On va notamment parler aujourd'hui de la VR, de la réalité virtuelle et du 360. Mais au travers de ça, vraiment, des différentes étapes. Comment on rend une formation 4.0 intéressante, comment on arrive à justement dynamiser ces formations, et on le verra au travers de certains chiffres clés, que effectivement, ce sont ces nouveaux médias qui fonctionnent très bien. Alors, un point important, on a rendu cette formation relativement light. Il est 17h, on est jeudi. On n'a pas voulu faire une thématique comme on l'a fait récemment qui a duré plus d'une heure. Maintenant, ce qu'on s'engage à faire, les personnes d'entre vous qui sont intéressées pour aller plus loin dans la thématique, avec grand plaisir, on pourra échanger avec vous par rapport à ce webinaire ou par rapport à un projet ou directement de manière générale sur la partie digital learning. On se tient tout à fait à votre disposition pour échanger sur le sujet. Première question, qu'est-ce que le digital learning? Alors, c'est intéressant puisqu'on entend différentes sémantiques, différents types de mots par rapport à ça, et c'est important de revenir et de comprendre ce que c'est. Le digital learning, c'est le e-learning 2.0. Pourquoi? Puisque on dit que le e-learning aujourd'hui est mort pour le digital learning utilisant lui des leviers plus puissants, nouveaux, innovants, comme par exemple la réalité virtuelle, l'AR, l'AMR, l'XR, la 3D, toutes ces choses-là, tous ces mots-clés qui sont très en vogue, mais qui sont au final pas tant utilisés que ça. On discutait avec différents de nos partenaires, avec nos clients, etc. Et on se rend compte, quand on va regarder le CAC 40, qu'au final, la partie formation, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont mises en place de manière innovative, innovante, au sein des pôles de formation, mais qui ne sont pas adoptées à grande échelle, scalable, comme on dit. Donc le digital learning, c'est ça. C'est toutes ces nouvelles méthodes de formation qui ne sont pas juste des modules e-learning qu'on va voir sur un ordinateur avec une vidéo à regarder ou un quiz. Donc ça, c'est important de le savoir. Le digital learning, ce sont ces nouvelles façons de former vos employés. À qui s'adresse le digital learning? Et c'est vrai que c'est une question, c'est intéressant, puisque quand on va regarder sur des supports comme Google et poser la question à Google, à qui s'adresse le digital learning, au final, on se rend compte qu'on est souvent renvoyé vers une partie former des étudiants, etc. Alors qu'en fait, le digital learning, ça s'adresse à tout le monde. Pour vous donner quelques exemples, et aujourd'hui, on va beaucoup parler de notre expérience, et ça va me permettre de me présenter aussi à ce moment-là. Donc, je suis un ancien de chez Google où j'étais basé en Australie et je m'occupais principalement du référencement de mots-clés. J'étais directeur marketing sur la partie grands groupes mondiaux, avec notamment Mercedes, Toys R Us, etc. C'est important puisque des groupes comme le GAFA, GAFAM même, et Google et les autres, on utilise énormément de e-learning et un peu moins de digital learning, même si ça commence à arriver. Le digital learning, ça s'adresse à une cible très vaste. On va autant travailler avec des industriels qui vont vouloir former sur des tâches répétitives et augmenter le facteur quanti ou quali, qu'on va former des newcomers, et c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, comment j'arrive à onboarder mes nouveaux salariés au sein de mon entreprise en les formant correctement, en leur donnant les bonnes informations et surtout en leur donnant envie d'être formés, de monter en compétences et en dynamisant cette formation au travers de nouvelles solutions digital learning comme on le disait. Et c'est vrai que on se rend compte en regardant beaucoup de grands groupes aujourd'hui que les dossiers d'onboarding qui sont donnés sont très souvent un PDF qui va faire 100, 150, 300 pages en fonction de la structure, que même le créateur du PDF n'a pas lu lui-même. Donc on va essayer de chercher des leviers différents qui vont donner envie à mon nouveau salarié, ou même parfois à mon salarié déjà en place, d'en apprendre plus sur la société. On est beaucoup dans les tendances
employé advocacy, dans la facteur marque employeur, dans le brand ambassadeur que va être mon salarié pour ma marque. Et pour ça, j'ai besoin de lui donner un maximum d'informations pertinentes qu'il a envie de retenir, puisque l'histoire de la marque, c'est aussi son histoire. Et grâce à des leviers comme le digital learning, on va permettre à nos salariés de retenir ces informations, d'évoluer au sein d'une structure et surtout d'avoir un plan d'évolution de compétences. On le rappelle jamais assez, mais un salarié, le facteur numéro un qui fait qu'il reste, qu'on a peu de turnover, c'est sa montée en compétences. Et ça, c'est une statistique qui se vérifie sur Google, mais sa montée en compétences, elle est très importante. Donc le digital learning va s'adresser à des gens qui peuvent être formés. On va travailler avec des gens dans l'industrie, comme on le disait, beaucoup dans l'industrie médicale, où on est sur un métier qui a des salariés qui sont là depuis des années et qui ont besoin de renouveler cette formation. On va travailler dans l'agroalimentaire, où on va avoir d'un côté effectivement des gens qui ont besoin d'être formés autant sur des métiers type de la vente, du conseil, etc., que sur du métier opérationnel, sur de la production à proprement parler. Ce qui est important aussi, le digital learning, ça ne s'adresse pas qu'à la personne qui est formée. Ça s'adresse aussi aux formateurs, puisqu'aujourd'hui, le digital learning peut être utilisé comme un support lors d'une formation présentielle, comparativement à ce qu'on pense tout de suite en se disant le digital learning, c'est très bien, je vais pouvoir former mes collaborateurs. Mais je vais aussi pouvoir intéresser la personne qui les forme. Combien de fois vous avez des collaborateurs qui sont formés par une personne qui en a marre, puisqu'elle fait toujours les mêmes formations, à quelques choses près sur les nouveautés, les nouvelles normes, etc., et qui aimerait avoir un taux d'attention plus élevé quand il fait la formation. Et ça, on le verra sur différentes statistiques qui sont très importantes, puisque sur le digital learning, l'objectif, c'est d'avoir le fameux ROI, non pas retour sur investissement, mais retour sur information. Retour sur information, c'est quoi? C'est le nombre d'informations que je vais retenir quand on va me disposer un média ou en tout cas un module de digital learning, et c'est le nombre d'informations que je vais retenir et donc du coup qui va me rendre plus pertinent. Ça fait une bonne transition sur la suite puisque aujourd'hui on a le présentiel, le digital learning, l'e-learning, la vidéo, le motion design, la VR, etc. Et on se pose souvent la question, mais quel est le meilleur support pour mon expérience? Alors il faut savoir que je n'ai pas une réponse magique où je vais vous dire il y a tel support qui est meilleur, bien qu'on pourra prêcher notre paroisse en vous expliquant que la VR et le 360 a très bonne vertu en termes de statistiques et de rétention d'informations. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le point clé avant tout, c'est d'utiliser le bon support par rapport à la bonne personne et au bon moment et au bon module. Ça va se vérifier, on le voit là, notamment sur quelques statistiques. Alors, je tiens juste à préciser pour les gens qui nous écoutent que cette présentation, elle sera consultable. Si vous le souhaitez, vous nous faites un mail, un MP, peu importe sur notre page Facebook, sur Instagram ou en mail directement. On vous enverra directement le PDF. Et ceux qui le souhaitent, qui souhaitent rentrer plus loin dans le débat, je suis tout à fait ouvert à ça. Et au contraire, c'est un métier qui nous passionne. Et ça nous intéresse toujours d'échanger autour de ces statistiques, d'un projet, d'une idée, ou en tout cas du digital learning à proprement parler au global. Statistique importante et intéressante, et je vais me décaler pour qu'on le voit bien. Le taux de rétention, de manière générale, sur un outil de lecture, c'est-à-dire un PDF ou un PowerPoint classique qu'on va avoir en formation présentielle, il est de 10%. Très simplement, ça veut dire quoi? Sur 100 informations qu'on va me donner, je vais en retenir 10. Et là, vous avez deux cas de figure. Soit on est vraiment dans de la formation à proprement parler sur la répétition d'une tâche et la bonne exécution, mais on a aussi parfois le digital learning pour la prévention risque. HSE, QSE, RSE et tous ces fameux mots-clés qui sont importants. Quand on est sur une tâche à risque et que cette rétention d'information, elle n'est que de 10%, on pourrait le résumer en disant qu'on a un risque de 90% que la tâche soit mal faite et donc du coup qu'il y a un risque pour la personne qui a réalisé cette tâche. Et ça, c'est moins entendable que quand c'est une formation classique sur la connaissance d'une marque. En vidéo, on est à 20%. 20% parce qu'on a sur un support un peu plus dynamique que le support nous donne plus envie d'écouter. 75% à 100% en VR. 100%, c'est idéal. Maintenant, pourquoi on met 100%? Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la VR, et je vais le récapituler pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est ou qui ont peu de notions, la VR, ce sont ces fameux casques qu'on va mettre sur la tête, dans lesquels on va vivre une expérience immersive autour de la formation, mais la VR ne s'arrête pas qu'au casque. La VR peut aussi fonctionner sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, grâce à du support 360 degrés. Et très souvent d'ailleurs, et on reviendra sur ce point plus tard,
le format 360 est plus utilisé, a plus de sens dans la conjoncture actuelle sur ordinateur que dans les casques. Et on verra pourquoi. Par rapport à ça, 100%, je le disais, pourquoi un tel chiffre, 75 à 100%? Parce que vous allez avoir un utilisateur qui va être acteur. Comparativement à une vidéo, où vous allez avoir une personne qui va regarder ce qu'on lui dit de regarder, là on va avoir une personne qui va elle-même faire ses choix, évoluer, soit via un casque avec les yeux, soit via un ordinateur avec sa souris. Elle va évoluer dans un environnement en cliquant sur des éléments, en récupérant de ça, de là, des informations qui vont, elles, être des informations précieuses, puisque c'est ce qui va augmenter ses compétences, sa rétention d'informations et tous les éléments clés qu'on veut lui donner par rapport, et lui dispenser par rapport à une formation. Donc ça, c'est la première chose. Une heure de formation classique égale un module digital learning de 10 à 20 minutes. Ça veut aussi dire qu'au-delà de ce que je vais retenir, de ce qu'on m'a dispensé comme information sur du digital learning dans des modules novateurs, on va dire, je vais aussi avoir un gain de temps. Un gain de temps, et ce qui va, si on va plus loin, se dire que si on avait attribué de toute façon une heure pour ce module, ça va permettre à la personne de le faire 5 à 6 fois. 5 à 6 fois, on est quasiment sûr qu'il ait retenu la totalité des informations. Et ça nous donne une notion de risque, quand on fait de la prévention risque, diminuée nettement par rapport à tout ce qu'il va retenir. Et ça, c'est très, 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 très important. Le temps d'attention sur digital learning passe en moyenne de 30 secondes à 3 minutes. Ça aussi, ça s'explique assez facilement par la raison suivante. Comparativement à une vidéo où je vais subir une information, j'aime bien, pour ceux qui regardent les différentes vidéos que je fais régulièrement sur le webinaire, le concept du pull et du push. Push, on m'envoie un contenu, je n'ai pas le choix, je regarde ce qu'on m'envoie. Pull, il y a un contenu et c'est moi qui vais récupérer les informations qui me semblent les plus pertinentes et que j'ai envie de voir. Et souvent, mais quasiment tout le temps, on se rend compte que l'utilisateur se prend en jeu et va récupérer une info, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, pour au final avoir passé un temps moyen de 3 minutes, puisqu'on lui a laissé le choix et on n'a pas contraint sur les éléments qu'on voulait lui montrer. Et le fait qu'il passe 3 minutes, on va reprendre un petit process marketing classique, plus longtemps je reste sur un support ou sur des supports liés à une marque, plus j'ai de chances de convertir. Là, on va parler de conversion en client, mais là, sur du digital learning, on peut parler de conversion sur de la rétention d'informations, puisque c'est ce qu'on va chercher à faire, retour sur information, return on information. Donc ça, c'est très important. Ces stats ne sont pas des stats qui sortent du chapeau, puisqu'elles viennent de un certain nombre d'expériences qu'on a, où on verra après quelques exemples, en tout cas quelques références de clients qu'on a dans le digital learning, plus une corrélation avec des chiffres Google qui sont, eux, avec une certaine véracité. Question clé, vous allez me dire, c'est très bien, le digital learning, tout ce que vous me dites, je suis en phase, mais comment on le met en place? Combien de temps ça prend et combien ça coûte? Puisque souvent, c'est le nerf de la guerre et c'est très important. Par rapport à ça, c'est assez simple. Comment on le met en place? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? On doit, dans un premier lieu, définir sa cible. Et je vais sortir une anecdote, sans citer la marque, mais on accompagne de grands groupes. Un de ces grands groupes me dit un jour, voilà, Kevin, on a déjà essayé la VR. Pour le coup, les casques, vraiment les solutions lourdes, un casque plus branché ordinateur avec les capteurs, etc. Solutions lourdes en déploiement, lourdes en coût et lourdes en coût humain pour le faire fonctionner. Et on me dit, Kevin, ça ne fonctionne pas. On a essayé, il n'y a pas d'usage en interne, les salariés ne veulent pas l'utiliser, ou en tout cas ne l'utilisent pas, ou ne comprennent pas comment l'utiliser. Et là, je dis là, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas les employés ne veulent pas l'utiliser, c'est qu'ils ont peur de l'utiliser puisqu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, la définition de la cible, elle passe en premier lieu par ça. Quel est le message que je veux délivrer? Quelle formation, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Quel âge ils ont? Quelle est leur méthode de consommation habituelle, de formation, de data, etc. Si je me rends compte que je vais former des ouvriers qui vont faire une tâche à risque, et que je sais que la plupart de mes ouvriers ont un mobile, mais ils ne passent pas énormément de temps dessus, je ne vais pas du tout utiliser le même canal que si je devais l'utiliser pour des cadres supérieurs dans une marque de grande distribution. Ça n'a rien à voir, et ça c'est très important de le concevoir et de le comprendre, puisque très souvent, le digital learning et la VR étant deux mots-clés actuels, toutes les grandes marques se disent on le fait, on y va, on essaye, et au final se trompent rien que sur la définition de la cible, puisque on va lancer quelque chose de compliqué, au final ça ne va pas être adopté. Et ça, c'est encore une fois la première définition. Ensuite, on doit avoir des objectifs qui sont mesurés et mesurables. Et ça veut dire quoi? Très souvent,
on fait des modules e-learning parce qu'on a des salariés qui doivent être formés, on ne sait pas pourquoi on le fait, et on n'a pas réellement de retour sur est-ce que ce qu'on a mis en place a fonctionné. Vous avez l'intangible et de manière non chiffrable, le retour de vos salariés qui vont dire oui, effectivement, ça m'a plu, oui, ça m'a aidé, oui, j'ai trouvé ça intéressant, parfois avec un quiz qui va nous donner un petit peu les réponses de chacun, et on va se dire, bon, bah, ok, très bien, on a les réponses, ok, on a vu. Maintenant, aujourd'hui, lancer des modules de formation, et notamment de digital learning, en ayant identifié sa cible, en sachant à qui je parle, avec quel levier et quel levier j'utilise, j'ai besoin de savoir ce que je veux mesurer et l'objectif que je me fixe. Ces fameux KPIs en anglais, KPI, qui sont très importants. Donc toujours garder à l'esprit qu'on doit avoir un objectif mesurable et mesuré. Le troisième point, c'est que quand on fait du digital learning, les normes évoluent, les mœurs de consommation de nos salariés, des employés, etc. évoluent aussi, et on a une formation qui va évoluer au regard de ces deux choses-là. Et si vous faites aujourd'hui des vidéos, ça reste figé, on a fait une vidéo, on a pushé une vidéo à nos salariés, si la norme ISO X a changé demain, si le retour de mes salariés c'est je n'ai pas compris de 28 secondes à 37 secondes, c'était pas assez clair, c'est compliqué de revenir en arrière ou de remodéliser ce genre de choses. Or, sur des supports de digital learning, on doit avoir cette capacité à avoir un support qui soit évolutif avec le temps et qui soit, qu'on peut mettre à jour rapidement, simplement, de manière assez automatisée, pour que, en fonction des retours, j'ai le module le plus adapté à mes salariés. Et ça, encore une fois, c'est très important, et je vais répéter beaucoup ce mot, c'est très important, puisque tous les questions qu'on pose ici ne sont pas des questions par hasard, ce sont des questions qu'on nous pose quand on vient expliquer, évangéliser sur le sujet du digital learning, mais ce sont aussi des questions naturelles qu'on va se poser quand on dit est-ce que je veux digitaliser ma branche formation ou pas? Quelles sont les étapes de la mise en place de la VR dans le digital learning? Donc ça, on va reprendre un petit peu ce qui a été vu juste avant. Ce qui est important, je dis toujours à mes clients, il faut toujours partir avec une base de 3 sujets. Le sujet en tant que tel, sur quoi je veux former. Admettons, je suis dans la grande distribution, je veux former mes caristes sur l'usage qu'ils vont en faire, les risques et le port des surchaussures à ce moment-là. Très bien. Je dois définir un budget, puisqu'on ne peut pas se dire je vais faire du digital learning sans savoir quelle enveloppe je peux mettre. Et là, je vais l'expliquer puisque c'est toujours intéressant de le comprendre. Aujourd'hui, dans notre métier, on peut faire tout, des petits budgets, des gros budgets, etc. Parce qu'on n'a pas vu avant combien ça coûte. C'est vrai que j'ai squeezé un peu la question et que le budget dépend énormément de ce que vous pouvez mettre et on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut faire des modules à 2 000 euros, à 20 000 euros, à 200 000 euros en fonction du besoin. La technologie utilisée, les résultats escomptés, les objectifs qu'on va définir ne seront jamais les mêmes en fonction forcément des budgets qu'on va y impacter. C'est comme une campagne marketing. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vu que tout est fait depuis une feuille blanche, on a cette capacité de créer un module avec ces 3 contraintes que j'ai listées, qui sont 1, le sujet, donc mon cariste, 2, la définition du budget, admettons 10K euros sur un module de formation cariste, et le délai. Et le délai pourquoi? Puisque parfois vous avez des paliers, des étapes clés dans une année qui sont des moments importants sur lesquels vous devez délivrer des modules de formation par rapport à une ouverture d'un nouveau lieu, par rapport à une nouvelle norme ou autre. Donc ça, sachez-le, ce sont les 3 points que vous devez avoir en tête avant de lancer une opération. Le point qui est important aussi par rapport à ça, la définition du budget, elle n'est jamais figée. C'est-à-dire que nos clients partent avec une idée en tête en disant voilà, admettons j'ai 10K, 15K, 5 ans, j'ai un post-it avec mon mot de passe, et ça c'est strictement interdit, puisqu'on ne doit pas pouvoir avoir accès à des mots de passe en direct, on doit les retenir. Donc j'ai mon post-it, si je clique sur le post-it, on m'explique effectivement, on ne doit jamais laisser traîner un post-it, etc. Ce système des 7 erreurs peut être repris pour 10, 15, 20, 50 autres sujets. Et ça c'est intéressant, puisque du coup, on va avoir des salariés qui vont être des early adopters de cette façon de travailler, et derrière on va pouvoir les faire travailler et les faire se faire former au travers d'un système similaire sur un autre sujet. La rétention d'informations doit toujours rester au cœur donc, de votre réflexion, puisque l'objectif, encore une fois, c'est pas de faire un outil digital pour qu'on se retrouve avec un PDF qui fait 200 pages, puisque ça n'aura aucun sens. L'objectif, c'est justement de matérialiser ce sur quoi on va les former, les collaborateurs,
et de leur mettre de l'information de ça, de là, au sein d'un parcours. Et là, pour le coup, on va vraiment conseiller notre client là-dessus, puisque ce parcours, on va l'aider à le faire pour qu'il soit judicieux, qu'il donne envie d'aller plus loin, et qu'à la fin, on ait une rétention d'informations et qu'on puisse traquer cette rétention d'informations. Et le dernier point, celui qu'il ne faut jamais oublier, c'est votre formateur, puisque le digital learning, comme on le disait, il a 3 aspects. On va le faire en présentiel, on peut le faire sur des modules en ligne, ou on peut le faire directement sur un emailing quand on va avoir du newcomers, des nouveaux collaborateurs qui entrent et qui peuvent justement se former sur différents modules. Quelles sont les valeurs ajoutées du support 360 degrés? Là, encore une fois, un peu de redondance, mais des facteurs clés qui sont importants. On va avoir une immersion comparativement à une vidéo standard où je vais supporter un contenu push. Là, je vais aller chercher l'information, parce que dans le 360, on l'agrémente de différentes informations, différents supports, que ce soit des morceaux de vidéo, que ce soit du texte, que ce soit du PDF, que ce soit des flux en temps réel. Donc on va avoir cette notion d'immersion qui est très importante, et le fait que ce soit imagé va aider le collaborateur à retenir plus de choses. Ce qui nous emmène au deuxième point, on a cette rétention d'informations qui est meilleure, puisque c'est lui qui choisit ce vers quoi il veut se tourner, et c'est ce qui va donner cette rétention d'informations meilleure. Ensuite, on a les KPIs et ROI, on le disait, c'est très anglicisé comme système, mais KPIs et ROI, c'est quoi? On se fixe un objectif, on calcule qu'on a le retour sur information. Et ça, c'est important, on a toujours un objectif et on a une arrivée, et on compare les deux, est-ce qu'on a réussi la mission ou pas? Il y a eu énormément de digital learning qui ont été créés sans qu'on puisse au final traquer si réellement ça avait eu un impact sur les salariés. Et que ce soit un outil évolutif. On le disait, les lois changent, les mœurs de consommation changent, et vos collaborateurs ont des attentes qui évoluent. Donc il faut pouvoir ne pas être figé sur un support, et il faut que ça évolue tout le temps avec ces éléments-là. Est-ce compatible SCORM? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est SCORM, c'est une méthode de notation au travers de QCM, etc. C'est très suisse, qui permet justement, une fois qu'on a fait du 360 qui est scormé, d'avoir un score et d'avoir un système un peu diplômant et validant. Donc ça, c'était juste une question pour les puristes, et c'est une question qui revient régulièrement, puisqu'on a de grandes marques avec lesquelles on travaille, Nestlé, Nespresso, etc., qui travaillent sous SCORM et qui nous l'imposent, puisque c'est important pour eux que la formation de A à Z, ou les modules de digital learning, ou ce qu'ils font de manière assez classique sur les PDF, QCM et autres, soient scormés. Donc sachez-le, aujourd'hui, l'AVR et le 360 peut être scormé si vous avez un partenaire qui a la capacité de le faire. En tout cas, nous, c'est notre cas. Quid de la data? Très important. Quand on fait de la formation, encore une fois, on a beaucoup fait de la formation sans réellement pouvoir traquer. Est-ce que j'ai du résultat? Est-ce que j'ai stocké de la data qui va pouvoir me servir à un moment ou à un autre? Alors, au-delà de pouvoir regarder mes résultats de ce que j'ai fait, j'ai envie de savoir, cette data, est-ce qu'elle va pouvoir me servir à quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir comprendre que, par exemple, sur une vidéo, j'ai une information qui est moins retenue qu'une autre? C'est très compliqué. Or, dans du 360, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir traquer toutes les actions du comportement de l'utilisateur. Donc on va pouvoir voir qu'il a cliqué sur tel contenu plus que sur celui-ci. Donc on va comprendre que de manière générale, il se tourne plus vers la gauche que vers la droite. Son parcours a plus tendance à faire ça et après à faire ça. Donc je vais pouvoir dispenser mes informations en fonction de son parcours. Et cette data-là, elle va avoir de la valeur par rapport à tout ça, par rapport à 1, comment je vais faire évoluer ma solution, 2, comment je vais pouvoir traquer le retour sur information et retour sur investissement, et 3, comment je vais pouvoir valoriser que j'ai fait une bonne opération du coup. Y a-t-il une période qui est spécifique pour mettre en place des modules de digital learning? Comparativement à d'autres éléments qu'on va pouvoir dispenser en VR et en 360, le digital learning n'est pas soumis à une période clé spécifique. L'avantage, c'est que ce sont des solutions qui peuvent se déployer de manière rapide, de manière simple, puisque des petits modules, entre guillemets, des modules assez simples, quand ils sont pensés et réfléchis assez en amont, sont des modules qui peuvent se déployer sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc ça peut aller très vite, il n'y a pas de période spécifique, et on a toujours cette capacité de dire à tel moment on va faire telle chose. Maintenant, très souvent, comment on fonctionne, en tout cas nous par expérience, on va déployer un premier module digital learning avec l'annonceur, puis ensuite, en fonction des résultats de celui-ci, préparer un plan de déploiement scalable sur l'année qui vient ou l'année suivante. Quelques études de cas intéressantes
Encore une fois, très souvent nous sommes sous NDA, nous ne pouvons pas toujours montrer donc les exemples en temps réel. Et encore une fois, je vous le dirai, pour ceux qui souhaitent une présentation précise de certains de ces cas, en tout cas ceux qu'on peut montrer, n'hésitez pas à nous faire un message, on vous la fera bien volontiers, il n'y a pas du tout d'engagement ou quoi que ce soit. Au contraire, on vous montrera un petit peu ce qui a été fait, quelle a été la problématique et quel a été le résultat. Quelques exemples que vous compreniez un petit peu avec des noms de marques. Safran, on devait dynamiser une communication interne, on devait susciter l'intérêt des collaborateurs et mettre en avant et en valeur l'usine et le savoir-faire. Et ça, c'était important. Donc du coup, au travers d'un 360 des différentes usines, on a pu répondre à ces 3 points clés qui étaient le sujet de notre client. Nespresso, où là, on devait former les newcomers. Il faut savoir que chez Nespresso, on va avoir un parcours de vente quand on rentre dans une boutique. Et il faut savoir, quand on est newcomers, il faut qu'on comprenne que le parcours de vente est fait de telle ou telle manière, qu'à partir du moment où on arrive à un certain stade de la vente, on doit transférer le prospect, le client qu'on a en face de nous, à un conseiller suivant qui, lui, est plus bas dans l'entonnoir de vente et qui va l'emmener vers la consommation. Ça, encore une fois, c'est important. Et plus on avance dans la boutique, plus on s'approche de la caisse, plus on est bas dans l'entonnoir, et plus on va changer de collaborateur qui va nous parler pour que lui ait un discours plus agressif sur la vente. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit faire comprendre au travers de nos outils en digital learning pour les newcomers. L'idée, c'est qu'une fois qu'ils arrivent, on leur envoie ce lien, ça se matérialise de la manière suivante, ils cliquent sur le lien, ils vivent l'expérience, et une fois qu'ils ont vécu l'expérience, ils sont normalement en capacité de venir intervenir tout de suite en boutique, puisqu'ils ont compris le parcours, le cheminement, comment ça fonctionne, comment on traite un client. Donc on devait retranscrire l'émotion, l'ambiance, etc. Nestlé devait expliquer un parcours pour les newcomers, pour le coup non pas sur de la formation à proprement parler, mais plutôt sur une notion de prévention risque, où on doit comprendre que dans certains établissements, certaines industries, on a parfois des bouchons d'oreille à mettre. Après, on a certaines lignes dans lesquelles on doit marcher, puisqu'il y a parfois des fours, parfois des notions de bruit à gauche, à droite. Donc on doit vraiment respecter tous ces fameux cas qui sont importants. Donc on a augmenté aussi la rétention d'informations et surtout le parcours qui doit être respecté quand on va avancer dans l'usine. Enedis, assez intéressant puisque le sujet est différent, où là on a préparé au travers d'un 360 et d'une expérience globale digital learning, une préparation d'intervention. Il faut savoir que vous avez certains lieux où l'électricité, l'énergie est traitée et qu'il y a une intervention qui est préparée par soit une personne en interne d'Enedis, soit une personne en externe, et que cette personne-là ne connaît pas forcément le lieu physique. Donc ça lui permet d'identifier le lieu physique en amont, de préparer son intervention, de savoir le matériel qui est stocké sur place, et de comprendre un petit peu comment elle va faire les choses. On a gagné énormément en productivité grâce à ça. Alors, est-ce qu'on est dans la formation à 100%? Oui et non. Oui, puisqu'on va gagner de l'information en amont pour intervenir et préparer son intervention et du coup gagner du temps. Non, puisque ce n'est pas forcément à destination de l'interne, c'est de la formation à l'externe, parfois quand on a une personne externe qui va venir intervenir. Eiffage, où là on est vraiment sur la prévention risque et on va donner au chef de chantier un outil immersif et différent plutôt que de leur donner ce fameux PDF qui fait 10 000 pages sur lequel ils ont toutes les notions d'intégration de PTE, de banche, etc. Là on va plutôt leur donner un outil au sein d'un chantier où en cliquant sur les différentes informations que l'on voit, on nous explique comment on met un point d'ancrage, comment se positionne un PTE, etc. Et ça, encore une fois, l'immersion et imager ces choses-là, ça a du sens. Valodea, dernier exemple, on pourrait en citer des millions. Valodea, c'est un parcours sur un circuit d'évacuation incendie. Et ça, encore une fois, c'est un sujet de tous les jours pour tout le monde. Incendie, terrorisme, vol, agression, etc. Des parcours intéressants puisque comparativement à des modules classiques ou standards où on va avoir une boutique X ou Y, là on est vraiment en immersion dans le lieu puisqu'on est sur une base de photos pour les lieux que l'on peut shooter qui sont existants, parfois sur des bases de 3D, mais en tout cas la plupart du temps sur des bases de photos. Donc on va recréer ce système de stress grâce à l'immersion VR ou en tout cas à l'immersion sur desktop. Et en recréant ce stress, on va permettre à l'utilisateur de naviguer et de devoir partir le plus vite possible. Il va pouvoir retenir où sont situés les extincteurs, où est le point de rassemblement, qui est la personne qu'elle doit prévenir en cas de feu, etc. Et les scénarios sont bien entendu personnalisés à chaque fois, et tout ce qui va avec. Ça me fait penser aussi d'ailleurs à un autre point qu'on avait fait de manière assez similaire avec les pompiers, pour préparer
lors d'un feu, les endroits à risque dans certains lieux classés. On peut parler d'un opéra, on peut parler d'un ministère, on peut parler de ces choses-là, où on va du coup un petit peu cartographier à 360 ces lieux-là, en faisant comprendre qu'à l'étage -1, à tel endroit, il faut faire attention, il y a une bonbonne de gaz qui peut exploser, donc c'est le lieu de base sur lequel on doit aller pour sécuriser, qu'il y a une sortie de secours à tel endroit, qu'il y a une sortie X ou Y, ce qui permet deux choses, soit en présentiel, mon pompier va se former et va connaître le lieu et va mémoriser, soit le pompier, lorsqu'il est dans le camion en direction du lieu qui a pris feu, va pouvoir regarder et voir directement comment il doit intervenir dans le lieu puisqu'il va pouvoir le voir en avance. Et ça, encore une fois, on va faire gagner beaucoup de temps à nos pompiers à ce moment-là et c'est un outil qui marche très fort. L'avantage, je disais tout à l'heure, pour qu'on récapitule, une expérience qui fonctionne, c'est une expérience qui est pensée sur le sujet, sur le délai, sur le budget, qui cherche un retour sur information et qui a bien été pensée par rapport à son usager final. Il faut que l'expérience soit évolutive et qu'on ait une capacité de réagir vite pour justement agrémenter, tourner un petit peu les curseurs de cette expérience au bout de X temps pour la faire évoluer vers le meilleur sens possible et le plus de résultats. Je m'en remets à vos questions si vous en avez. Sinon, comme je le disais la dernière fois, tout à l'heure, vous pouvez nous écrire si vous souhaitez avoir le PDF, quelques informations clés, notamment certains chiffres. Pour ceux qui souhaitent directement échanger sur un sujet ou sur la thématique en général, je me tiens à votre disposition. Vous envoyez un commentaire ou un mail et je serai bien entendu à votre disposition. On a justement une question. Donc on a Philippe Nolot, pardon, mais bienvenue en tout cas, qui nous dit: je suis surpris que vous parliez de 360 comme étant de la VR. Il me semble que l'expérience immersive est moins intense avec un écran qu'avec un casque. Alors, c'est vrai, l'immersivité en fait dans un casque est forcément meilleure puisque on vit la chose en étant immergé dans le casque. Maintenant, c'est ce que je disais, ce qui est important, le casque aujourd'hui, c'est un vrai effet de mode et on s'en rend compte pour accompagner et déployer ça dans beaucoup de grands groupes. Le casque est parfois un outil trop tech pour les usagers qui vont être formés. Donc très souvent, on commence en déployant sur desktop, sur ordinateur, mobile, tablette, et quand ce déploiement a été fait et qu'on voit qu'il y a une vraie adoption des salariés qui vont commencer à prendre l'habitude d'être formés comme ça, on passe sur du casque. C'est très compliqué en fait d'avoir un clivage entre je passe d'un PDF de 300 pages à je passe sur un casque. Il y a un décalage entre les deux supports qui sont trop importants. Maintenant, il est tout à fait vrai que l'expérience elle est 1000 fois meilleure en termes d'immersivité dans un casque, puisque c'est l'objectif du casque. Maintenant, ne pas oublier que le côté immersif sur un ordinateur peut être très bon et peut avoir les mêmes vertus si on a la bonne cible en face. Il a précisé également que par exemple le traitement des phobies ne fonctionne pas sans casque VR. C'est pareil, le traitement des phobies, il est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses sur ce sujet, très intéressant d'ailleurs. Le traitement des phobies fonctionne mieux avec le casque puisqu'effectivement on est projeté. Par contre, je mets un bémol et un vrai gros bémol là-dessus. Très souvent, le traitement des phobies, et là je parle d'un sujet qui n'est pas un sujet qu'on produit nous, donc vraiment avec beaucoup d'objectivité sur le sujet. Moi je suis bluffé par ce qui est fait. Maintenant, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, quand vous allumez votre télévision, allez, 90% des pubs que vous voyez, il y a de la 3D dedans. Pub de voiture, pub McDo, food, etc. La 3D étant tellement bien faite sur des budgets exorbitants pour avoir une pub où on ne sait même pas que c'est de la 3D, quand vous mettez le casque sur la tête et que vous vous rendez compte que l'immersion de la correction de phobie, on a de la 3D qui date d'il y a 25 ans en termes de qualité, et on blâme pas les personnes qui réalisent ça, puisque il y a une complexité. Il faut savoir que pour faire de la 3D dans du 360, il faut beaucoup plus d'images que ce qu'on va avoir dans une pub, donc c'est beaucoup plus de temps de calcul, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux. Mais le problème aujourd'hui, et en tout cas je le trouve à titre personnel, c'est que la 3D, la réalité de la 3D dans ces casques, la plupart du temps étant pas à hauteur, du coup elle vient contrebalancer l'immersion qui est top sur le casque, mais la 3D étant pas top, du coup on comprend tout de suite c'est un côté un peu trop jeu vidéo, alors que la base d'une correction de phobie c'est d'être le plus proche du réel. Il nous demande également quel est alors le taux de rétention avec VR sur écran. On est à peu près sur les 75% aussi. Et c'est facile à mesurer justement, plus que d'ailleurs que dans les casques. Dans les casques, on mesure ça avec des zones chaudes, zones froides, sur des clics qui sont faits avec les yeux. Sur l'ordinateur, on peut vraiment mesurer un taux de clic, on peut mesurer un parcours, on peut mesurer un taux de rebond, on peut mesurer un taux de rétention sur du QCM, etc. En général, on est à peu de choses près sur le même taux que dans les casques.
Encore une fois, dans les casques, la plupart du temps, les expériences que l'on voit sont des expériences qui sont uniquement à base de soit de 3D, soit de photos, mais qui sont uniquement basées sur du visuel. Or, dans le desktop, et c'est là qu'on vient un petit peu doper les chiffres, qui vont être contrebalancés par le côté moins immersif du casque, on vient intégrer tellement de contenu que ce contenu-là donne envie à l'utilisateur d'aller plus loin. Avec des subterfuges, on l'a vu, la gamification sur le jeu des 7 erreurs, avec trouver un objet ou avec un timer qui nous donne envie de trouver vite et d'avoir les bonnes réponses. Voilà de manière générale, très bonne question en tout cas, ce qui permet de creuser un petit peu le sujet. C'est un débat et un sujet sur lequel on pourrait échanger très longtemps. On vous invite au prochain webinaire qui sera sur janvier. On vous communiquera la date très prochainement. On fait des webinaires grosso modo tous les mois et qui sont à chaque fois sur des thématiques différentes. Aujourd'hui, c'était le digital learning et on pense que c'est un sujet qui est vraiment à thème et très important puisque c'est le sujet 2020. Mais derrière, on a aussi des thématiques qui sont plus liées à certains secteurs d'activité, industrie, retail, hôtellerie, tourisme, etc. Donc on reste à votre disposition. Ce PDF est disponible pour ceux qui le souhaitent. Faites-nous un petit message. Si vous souhaitez échanger sur un sujet ou sur la thématique en général, je suis à votre disposition. Faites un commentaire. Envoyez-nous en message privé vos coordonnées et on ne manquera pas de vous rappeler très rapidement pour échanger sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir été dynamique.